Bien, bien écoutez, je vous propose de redémarrer. Et j'espère que après les deux exposés que nous allons avoir, vous allez poser des questions. Sinon, je vais me faire engueuler. Bien, bien écoutez, on va reprendre pour la dernière partie de cette journée. Et le premier exposé qu'on va avoir, c'est M. Paul Da Silva qui va nous faire un exposé sur, on reste toujours dans la data, mais sur la sécurité des données. Paul. Alors bonjour à tous d'abord, ça y est, ça commence bien. Donc on va parler aujourd'hui de sécurité de données, les deux. Il va falloir donc que je revienne sur chacun des deux concepts pour commencer. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Paul Da Silva. Je travaille dans l'informatique essentiellement, mais pas que, parce que je suis insomniaque, donc je bosse beaucoup. Je suis consultant à titre indépendant. Je suis aussi RSSI d'une grosse entreprise. Et en plus de ça, j'ai été par le passé formateur, ce que je continue à faire de temps en temps dans des écoles. Et en plus de ça encore, je crée et j'aide des entreprises à droite à gauche. Entre autres, encore une fois, sur de l'informatique, sur du web de façon générale. Bref, je pense que je suis passionné. Passionné entre autres par la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir aussi sur le domaine. Et parce que, ma foi, ça permet de réfléchir et d'avancer sur beaucoup de sujets. Avant de commencer, je vais vous demander de ne pas paniquer à aucun moment. Malgré tout ce que je vais pouvoir vous dire et de tout ce qu'on va pouvoir voir ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur. Il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de problèmes, mais il ne faut surtout pas paniquer parce que sinon on n'arrive à rien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la sécurité ? Alors la sécurité, on a tendance à dire que c'est le maillon le plus faible d'une chaîne, c'est-à-dire que le niveau de sécurité d'un élément, le niveau de sécurité d'un système informatisé, le niveau de sécurité d'une entreprise, c'est finalement son maillon le plus faible. Typiquement sur la magnifique photo qu'on voit ici, qui est très connue dans le milieu, il y a deux maillons extrêmement faibles, parce qu'on voit une très grosse chaîne, donc on pourrait couper éventuellement avec une pince Monseigneur. Et puis il y a notre petit bout de plastique là pour rafistoler la chaîne, mais il y a aussi le cadenas. Quelqu'un qui voudrait rentrer sur ce site, qui doit être un site très sécurisé, il a deux solutions pour rentrer. Il en a une première qui va être, bien sûr, de couper le morceau de plastique, et puis il en a une deuxième qui va être de forcer le cadenas. Forcer un cadenas, de nos jours, c'est vraiment pas compliqué. Je peux vous faire une démonstration juste après. L'avantage par rapport au fait de couper le maillon là en nylon, en plastique, pardon, c'est que ça laissera pas de traces. Je peux très bien forcer le cadenas, rentrer, refermer le cadenas derrière moi. Si je coupe le machin, on pourra savoir que je suis rentré. C'est plusieurs problématiques qu'on va développer un tout petit peu plus tard, mais il faut garder ça en tête, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux problématiques fortes. La première, c'est de savoir est-ce que notre système est sécurisé. La deuxième, c'est lorsqu'on a un problème, comment est-ce qu'on le décèle et comment est-ce qu'on y remédie au plus vite et au mieux. Les données, maintenant, ça c'est un autre problème. Donc ça, c'est chez Google, pour l'anecdote. J'aime beaucoup l'image avec le droïde et R2D2. Les données, ça va être les données de vos utilisateurs, ça va être les données de votre entreprise, ça va être les données au sens très large, et puis ça va être aussi votre système informatisé. Bref, c'est tout ce qui peut avoir une notion sensible à un moment ou à un autre. Et puis ça va aller beaucoup plus loin, vous allez voir dans très peu de temps. Mais globalement, dans un premier temps, on a les données clients qui nous viennent en tête. On a bien sûr leurs données, leurs coordonnées bancaires, on a leur email. On va voir tout ça en détail. Qui est-ce qu'on a en face ? Puisque, en général, quand on essaie de se battre contre quelqu'un, il faut savoir contre qui on joue. Et ce qui peut nous arriver dépendra finalement de la personne qu'on a en face. Il y a beaucoup, encore une fois, de possibilités. La première, la plus évidente, c'est bien sûr des concurrents qui voudraient récupérer de la donnée, mais finalement, de façon générale, ce n'est pas ce qu'on va croiser le plus souvent. Ce qu'on va croiser le plus souvent, ça va être éventuellement quelqu'un qui est là dans l'intention de nuire, donc ce qu'on appelle un criminel, soit de nuire à vos clients, soit de vous nuire à vous. On va voir comment est-ce qu'il peut s'y prendre. Ça peut être éventuellement quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites et qui veut juste du coup vous faire taire ou faire passer son message, ce qu'on a vu de plus en plus se développer ces dernières années. Et puis ça peut être des gens qui jouent. Donc ça peut être soit des enfants qui découvrent le hacking et qui trouvent ça très rigolo et donc qui vont aller d'effacer des sites. Donc là je prends l'exemple d'un site web, mais c'est valable pour pas mal d'autres scénarios. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est juste là pour jouer et pour vérifier. Dans ce cas-là, il faudra apporter une réponse appropriée aussi. Quelqu'un qui va s'introduire chez vous sans rien voler, sans rien endommager, c'est potentiellement quelqu'un qui veut vous aider.
Je pourrais vous citer quelques exemples après quand on en arrivera là. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où on tombe sur quelqu'un qui a pour intention de nuire, soit à vous, soit à vos clients, soit de se faire du profit sans se soucier ni de vous ni de vos clients. On peut se retrouver avec des données dans la nature, donc ce qui est arrivé régulièrement ces derniers temps, notamment des problématiques de mots de passe avec LinkedIn, avec Yahoo, pour ne citer que les 2 exemples les plus récents. On peut avoir des modifications de données, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien rendre notre base utilisateur, je reprends cet exemple-là, complètement inutilisable. Là, par extension, c'est ce qui est arrivé plus ou moins à Sony il n'y a pas très longtemps, puisque quand ils se sont fait voler toutes leurs données utilisateurs, ils n'étaient plus capables de dire si la personne qui se connectait était la bonne personne ou pas. Ils n'avaient plus du tout de moyen de vérifier l'authenticité de leurs utilisateurs lorsqu'ils se connectaient. Donc eux, ils ont eu un énorme problème d'image. Donc là, c'est le dernier point, mais c'est récurrent malheureusement sur tous les types d'attaques qu'on peut subir. Dans l'ordre de la modification de données, on peut aussi avoir quelqu'un qui va s'amuser à modifier, enfin s'amuser, non, là c'est plus de l'amusement, qui va aller modifier une page d'un site internet à fort trafic, par exemple, pour véhiculer des virus. On va voir à quel point les virus peuvent être très rigolos quand ils sont bien mis. Donc il y a une présentation sur la visualisation des données juste après, j'aurai 2 slides là-dessus qui font un peu peur, mais bon, qui sont rigolos, il ne faudra pas paniquer. Et puis, globalement, on peut avoir après plein de scénarios. C'est pour ça que j'ai mis les 3 petits points. On va en voir 2 ou 3 tout de suite. Le premier, le plus évident, c'est les données bancaires. Qu'est-ce qui m'intéressera le plus sur un site d'e-commerce ? Normalement, il n'a pas le droit de stocker les données bancaires, surtout en France, mais de temps en temps, malheureusement, ils le font. Dans ce cas-là, on se retrouve avec des petits fichiers comme ceci. Donc là, c'est sur Pastebin, qui est un de mes sites préférés parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. En l'occurrence, là, un certain nombre de données bancaires. Donc vous avez le numéro, vous avez la date d'expiration, le CSV, le nom et l'adresse de la personne. Et puis des fois, on a l'adresse email, le numéro de téléphone aussi, dans quel pays, et ainsi de suite. Ça, à quoi ça sert ? Tout simplement, quand on en a une grande quantité, on peut les revendre. Ça se revend pas cher du tout, mais ça se revend à la quantité. Une grosse base de données, ça peut rapporter plusieurs milliers d'euros. Les cartes bleues, en général, ça se négocie aux alentours de 5 $ la carte. Quelqu'un va en acheter une dizaine, ça lui coûtera 5 $, il va retirer 200 sur chaque. Faites le calcul, c'est plutôt profitable et donc ça attire 2-3 personnes. Bien sûr, les exemples que je prends là, normalement, croisons les doigts, ne fonctionnent plus parce que les gens ont fait opposition depuis. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est les comptes. Les comptes donc, qu'on va avoir avec des logins mots de passe, on est toujours sur Pastebin. Et puis là, dans le lot, on va avoir des choses qui se baladent. Ah, le pointeur marche, mais pas très visible, comme des points .gouv, par exemple, ici. Donc là, on est sur un rendu qui est un rendu, si je me souviens bien de celui-là, c'est un virus qui va récupérer des informations et les mettre sur Pastebin. Mais on a aussi les fuites de bases de données. Donc dans ce cas-là, c'est typiquement plus de l'ordre de l'utilisateur, comme c'est le cas avec un virus. S'il n'a pas d'antivirus et qu'il se log chez vous, on peut très bien savoir son mot de passe. Là, dans le cadre de fuite, c'est manifestement la faute du commerçant, la faute du responsable du site que de ne pas avoir sécurisé correctement sa plateforme. Dans ce cas-là, pareil, ça pose de gros problèmes d'image et ça pose de gros problèmes aussi dans la continuité du business, puisqu'il faut resetter tous les mots de passe. On y reviendra sur que faire en cas d'attaque à la fin de cette présentation. Ici, pour l'anecdote, il y a un .gouv.fr. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quel site s'est fait hacker, mais ils ont sorti une base avec 250 logins mots de passe en .gov, donc le .gouv américain, et en .mil, donc les militaires américains. C'était pareil, assez rigolo de voir les mots de passe 1, 2, 3 totaux. Bon, ça arrive régulièrement, malheureusement. La visualisation, donc j'y venais. Lorsqu'on se sert typiquement d'un site à fort trafic pour diffuser un virus, ça peut donner quelque chose comme ceci. Ça, c'est le botnet Zero Access. Donc, un botnet, c'est une personne ou une organisation qui va gérer un certain nombre d'ordinateurs dits zombies parce qu'infectés par un virus et qui du coup répondront à la personne qui gère le virus en question. Donc tous ces petits points ici géolocalisés sur la carte des États-Unis, ce sont des ordinateurs infectés et gérés par une personne. A priori quelqu'un d'assez bon. Ça donne ça aux États-Unis, donc c'est bien, ça donne une idée de la démographie aux États-Unis aussi, mais ça donne ça en Europe. On a exactement les mêmes problèmes. Et ça peut venir d'un site à fort trafic qui a été contaminé par... Il y en a très probablement à Lorient, oui. C'est pareil, on voit un peu la démographie. Là. C'est le Massif central, il n'y a pas trop d'ordinateurs. Mais sinon, ça se passe bien.
Il y en a un peu partout, mais après on peut s'amuser à regarder. C'est F-Secure qui a fait ça, donc j'ai donné la source, vous l'aurez sur les présentations qui seront uploadées sur SlideShare. C'est F-Secure, donc une boîte d'antivirus qui a fait ça et qui les a géolocalisés, qui a fourni en plus les données après, je crois que c'était en CSV ou en Excel, je ne sais plus lequel des deux, mais ça revient au même au final, pour pouvoir soi-même s'amuser, regarder où sont les ordinateurs affectés. En général, vous en avez au moins 5 ou 6 autour de chez vous, en espérant que ce soit autour de chez vous. Et puis le dernier cas de figure qui est plus problématique, qu'on a connu récemment, là en l'occurrence c'est chez Perl, donc on voit peut-être pas très bien dans la salle, mais ça c'est un mail que les responsables de Perl.fr, donc qui est une boutique en ligne assez connue, ont reçu après qu'ils aient détecté une faille de sécurité chez eux. En l'occurrence, le mail dit en substance, on a trouvé une faille chez vous, on a réussi à sortir toutes les données de vos utilisateurs, regardez, il y en a 2 ou 3 ici, pour preuve qu'on a effectivement la main dessus. Si vous nous donnez 2 500 $, on vous dit où sont les failles et on n'appelle pas la presse. Le bon vieux blackmail. Perl a eu la très très bonne réaction par rapport à ça, c'est qu'ils n'ont pas cédé au chantage, qu'ils ont informé leurs clients et qu'ils ont lancé une procédure de récupération des mots de passe sur tous les mots de passe. Donc de toute façon, les données utilisateurs qu'ils avaient, à part pour du spam, ils ne pouvaient pas s'en servir beaucoup. Pareil, on reviendra dessus parce que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, c'est un petit raccourci pour en garder un tout petit peu de suspense. Mais voilà le truc qui peut arriver dans votre boîte mail un matin, et dans ce cas-là, on n'est jamais très heureux. Mais encore une fois, ne paniquez pas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un état des lieux, c'est-à-dire que on réfléchit à où sont les menaces. Maintenant, bien heureusement, il y a des menaces, donc il y a des solutions, plein. Et puis il y a des démarches à adopter, ce qu'on verra en dernier lieu. Les démarches à adopter, les problématiques auxquelles il faut répondre, ça s'apprend, il n'y a pas de mystère, et si on ne les connaît pas, malheureusement, ça devient vite dangereux pour la survie de l'entreprise, puisque vous imaginez bien que quand on se retrouve avec des choses comme ça dans la presse, c'est jamais très agréable. Quand on se retrouve avec des choses comme ça sur Pastebin, c'est jamais très agréable, et ça peut finalement amener à la banqueroute. La sécurité, du coup, maintenant qu'on a parlé des menaces, la sécurité, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. On ne peut pas dire, comme je l'ai déjà vu des fois sur des devis où c'est très drôle, vous avez une ligne sécurité où vous pouvez cocher oui ou non. Quand on fait développer un outil, quand on a une entreprise avec des employés qui sont connectés sur un réseau, quand on a des données à gérer, quelles qu'elles soient, il faut réfléchir à un moment ou à un autre sécurité. Dans l'idéal, il faut y réfléchir au début, à la fin, puis un peu au milieu aussi. Tout du long, en fait. Parce que la sécurité, finalement, c'est pas parce qu'à un moment donné, nos outils ils sont à jour, ils fonctionnent, ils ne présentent pas de failles, que ce sera toujours valable dans 2 ou 6 mois. Au contraire, en général, c'est même le contraire qui se produit. À partir de là, il y a plein de choses à faire et encore une fois, on a 3 étapes. Bon, la fin, normalement, on n'en parlera pas puisqu'on ne va pas parler de liquidation, mais au moins, lorsqu'on lance un projet, lorsqu'on lance une entreprise ou lorsqu'on commence à s'intéresser à la sécurité, il va falloir réfléchir à un certain nombre de choses. La première chose à faire, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que j'ai comme outil ? Combien d'outils j'ai ? Combien d'ordinateurs j'ai ? Quelles données ils manipulent ? Combien de sites internet ? Comment est-ce qu'ils sont connectés ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Quelles données ils manipulent eux aussi ? Et une fois que cet état des lieux-là est fait, il va falloir vérifier, encore une fois, est-ce que ces outils sont à jour ? Est-ce que ces outils sont bien utilisés, bien nécessaires aussi, puisque le plus on va avoir d'outils, typiquement, enfin c'est encore plus vrai pour ce cas-là, mais c'est valable de façon générale, le plus on a d'outils accessibles de l'extérieur via Internet, le plus on a de problématiques, puisque le plus on a de surface d'attaque. Mais c'est valable pour absolument tout, malheureusement. C'est-à-dire que je peux très bien, comme ça a été le cas avec l'armée américaine, me retrouver avec un soldat, a priori, parce que c'est encore pour l'instant quelque chose qu'on ne sait pas, un soldat qui rentre dans une salle informatique, qui n'est pas connecté à Internet, donc il a tout à fait le droit d'être là, qui rentre avec un CD, qui grave des données dessus, et qui les fournit à Wikileaks. Ça, c'est le scénario envisagé pour les premières fuites de Wikileaks. Ça, c'est une problématique très très sérieuse. Bon, en l'occurrence, tant mieux dans ce cas-là que ça ait fuité, c'est un avis personnel, mais si c'est votre entreprise, ça peut être beaucoup moins drôle si c'est typiquement vos recettes d'informations propriétaires et que vous ne voulez surtout pas voir dans la nature, qui se retrouvent sur Internet. En général, ça fait moyennement plaisir. Alors, en même temps, et encore une fois, ne pas paniquer,
En général, on ne gère pas des données qui vont intéresser Wikileaks. J'ai forcément oublié quelque chose. Oui, au niveau de la conception, forcément, c'est ça que j'avais oublié, c'est le plus intéressant. Lorsque vous allez devoir créer une plateforme d'e-commerce, lorsque vous allez devoir créer un ERP en interne, lorsque vous allez devoir créer n'importe quoi, il y a plusieurs choses à envisager. À nouveau, la sécurité, c'est quelque chose qui s'envisage depuis le début, c'est-à-dire depuis l'analyse. Lorsqu'on réfléchit à notre produit, il va falloir très clairement spécifier, parce que malheureusement, les SS2I avec lesquels on travaille en général n'ont pas ces bases de sécurité, ce que l'on veut. Typiquement, les mots de passe en clair, je connais un certain nombre de SS2I qui continuent à les stocker comme ça en base de données. Vous leur demandez un site internet, vous vérifiez après, vous voyez que tous les mots de passe de vos utilisateurs sont en clair dans la base. Ce qui veut dire que si demain, quelqu'un s'introduit dans votre système et récupère les mots de passe, il n'a même pas essayé de les déchiffrer. Ils sont déjà disponibles, c'est génial. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le cas de vente privée. Petit site, hein, personne n'en a jamais entendu parler. C'est le cas malheureusement de beaucoup de monde à l'heure actuelle. Même chose au niveau de l'architecture, c'est-à-dire que là, on va commencer à réfléchir de façon proactive. Dans le cas où je vais avoir une attaque, je vais avoir besoin de backup. Je vais avoir besoin de sauvegarde pour pouvoir remettre en place ce que j'avais avant. Et on verra pourquoi est-ce qu'on n'essaie surtout pas de corriger sur ce qui se passe. Et le dernier point qui est très intéressant et très probant la plupart du temps, c'est de travailler avec des outils qui existent déjà et qui sont open source. Pourquoi ? Parce que les outils qui sont open source, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de développeurs qui lisent le code tous les jours. Vous en avez forcément dans le lot une proportion qui connaît un tout petit peu la sécurité et qui, s'ils trouvent une faille, vont la faire corriger ou la corriger eux-mêmes et permettre d'avoir, au final, un logiciel beaucoup plus sécurisé. A l'inverse, le propriétaire, Microsoft par exemple, pour ne pas les nommer, lorsqu'ils vous livrent Windows, il n'y a que eux qui savent ce qu'il y a dans le bit de ce machin-là. Lorsque je travaille avec du Linux, pour ne pas faire de prosélytisme, je sais très bien, et si je veux vérifier, je peux aller regarder moi-même le code source de ce que j'ai, et je vais pouvoir m'appuyer sur la communauté qui elle-même va pouvoir regarder le code source et, s'il y a un souci, le corriger. Ce qui veut aussi dire que du coup, à l'usage, il va falloir, très important, maintenir vos systèmes à jour, puisque le pendant de cet avantage énorme de l'open source, c'est que du coup, les problématiques de sécurité aussi sont connues tout de suite. Le code source l'est, mais les problématiques qui sont soulevées au fur et à mesure par la communauté le sont aussi. Ce qui veut dire du coup, pour nos fameux script kiddies qu'on avait tout au début ou nos curieux, que c'est juste un régal de travailler sur des plateformes qui sont hors d'âge. Moi, régulièrement, sur des systèmes que je surveille, j'ai des tentatives d'attaque sur des attaques qui datent de 10 ans quasiment. Pourquoi ? Parce que les mecs qui continuent à scanner, ils ont programmé leur truc, qui va aller vérifier, qui va aller se balader sur Internet, et puis qui va essayer sur tous les sites si potentiellement cette attaque qu'il a vue, qu'il a lue dans un magazine qui s'est à peu près exploité, elle ne fonctionne pas sur ce site-là. Si ça tombe sur un truc qui effectivement est vivant, bah, ça donne ce que j'ai vécu une fois, c'est-à-dire j'avais un CMS à gérer qui était plus du tout à jour, qui malheureusement, le site en question tombait en premier résultat de recherche quand la faille est sortie et qu'on cherchait la faille en question, enfin qu'on cherchait le module de Xoops, pour ne pas le nommer, qui était faillible, bah, ça a donné une grosse, énorme attaque qui est venue par plusieurs fronts, parce que forcément, il y a plein de gens qui ont essayé en même temps, et ça a donné 3 jours sans dormir. C'est jamais très drôle non plus quand ça arrive. Après, il y a des politiques en interne à adopter, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui soit... quelqu'un ou plusieurs personnes, ça dépend de la taille de la société, qui soient formés aux problématiques de sécurité, qui comprennent de quoi est-ce qu'on parle, qui se maintiennent à jour sur les problématiques de sécurité, puisqu'encore une fois, ça évolue. Et il faut que le reste de l'entreprise soit au courant que c'est cette personne-là qu'il faut aller voir et dans quel cas il faut aller le voir. Il ne faut pas gaspiller son temps, mais typiquement, une pop-up qui s'ouvre lorsqu'on allume son ordinateur, c'est pas normal. C'est dans 9 cas sur 10 un joli petit virus. Et dans ce cas-là, il faut savoir réagir, parce que si vous avez un ordinateur dans votre entreprise qui est infecté par un virus, les autres, ils ne sont pas loin de l'être non plus. Et là, ça devient beaucoup plus dur à contrecarrer. Donc il faut vraiment former les gens, ou alors vous embauchez des hackers. Hein. En général, ils sont très contents de devoir gérer ce type de problématique-là. C'est un boulot qui est assez fun, hein, je dois bien l'avouer. Il faut, dans tous les cas, avoir un minimum de connaissances et surtout quelqu'un à qui référer.
Si vous êtes dans une structure qui ne permet pas d'avoir ça, ce que je peux comprendre quand on démarre, c'est toujours beaucoup plus compliqué, il y a la possibilité de travailler avec des entreprises en externe. Pardon. Il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent sur ces problématiques-là, qui sont capables de vous fournir un audit de ce que vous avez, qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas, et qui vont vous facturer malheureusement un peu cher, mais ce sera toujours moins cher que si vous devez faire face à la menace juste après l'attaque. Donc on panique toujours pas, mais il faut savoir exactement ce qu'on fait. Malheureusement, on travaille sur un secteur qui est très 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 intéressant parce qu'on peut se lancer avec rien. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent effectivement avec rien. Typiquement, le parallèle qu'on connaît beaucoup, c'est le PHP, donc qui est un langage de programmation qui sert essentiellement à faire des sites web, qui est très abordable, ce qui fait qu'il y a beaucoup de développeurs qui développent en ayant appris sur des tutos sur Internet, mais sans connaître tout à fait le langage. Du coup, il a une réputation absolument absurde de très 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 mauvais langage. Il a ses défauts comme tous. Bon, je défends beaucoup le PHP parce que je travaille essentiellement dessus, mais sur le principe, c'est un bon langage aussi. La seule chose, c'est que c'est un bon langage mal exploité. La sécurité informatique, c'est exactement le même problème avec, avec la petite différence que si on se plante, ça peut coûter cher. Mais encore une fois, il ne faut pas paniquer. Dernier point, qu'est-ce qui se passe lorsque, malheureusement, le worst case scénario s'est révélé exact et donc on a été attaqué. Il y a un certain nombre de choses à faire aussi dans ce cas-là. La première chose, et je ne le répéterai jamais assez, c'est de ne surtout pas paniquer. C'est pour ça que j'ai mis en majuscule ne pas effacer les données. Ça, c'est typiquement ce que j'ai vu un nombre de fois pas possible et qui est impossible à gérer derrière. C'est quelqu'un qui va aller restaurer sa backup sur la machine. Donc la sauvegarde que vous avez fait, c'est très bien. Il faut surtout tout le temps en faire. On a un proverbe geek qui dit « ça ne sert à rien jusqu'au moment où il y a des problèmes, donc c'est indispensable ». Si vous restaurez la backup sur la machine d'origine, quelqu'un qui chercherait à savoir ce qui a été impacté ou pas ne pourra jamais le faire, puisqu'on a perdu toutes nos données au passage. Donc vos données utilisateurs, potentiellement, en plus, si votre backup est un peu vieille, on va perdre des utilisateurs. Vos articles, même chose, bref, on perd beaucoup de choses. L'avantage dans ce cas, la solution à adopter dans ce cas-là, c'est d'avoir une autre machine qui soit prête pour ce cas-là, sur lequel la backup soit déjà déployée. Donc après ça se synchronise. Il y a des outils qui gèrent ça, qui sont tout faits, qui sont open source, qui ne vous coûtent rien à part un tout petit peu de lecture pour savoir comment l'installer, qui vont vous permettre de maintenir exactement la même machine à côté, mais qui soit répliquée toutes les heures ou toutes les 2 heures ou peu importe. Si vous avez une alerte qui est levée suffisamment tôt, vous pouvez très bien basculer sur la machine de sauvegarde et conserver votre machine infectée à côté pour regarder ce qui s'est passé dessus. Donc là, si vous avez quelqu'un qui est capable de travailler en interne, c'est l'idéal, mais sinon vous pouvez à nouveau le confier à des spécialistes. Dans ce cas-là, ils vont pouvoir aller regarder 2 choses très intéressantes. Qui est venu pour éventuellement déposer plainte? Si jamais la personne a fait des choses qui nuisent vraiment à votre entreprise, il y a toujours le recours légal. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a impacté? Parce qu'on ne veut surtout pas restaurer une backup sur laquelle il y a encore des problèmes de sécurité. Vous imaginez, après on ne s'en sort plus, c'est une horreur sans nom. Et enfin, et là c'est la partie la moins drôle en général à faire, il va falloir avertir éventuellement vos clients, vos partenaires et ainsi de suite. C'est une obligation légale dans le terme de la gestion de données utilisateurs depuis août 2011, si je ne dis pas de bêtises. La loi, je crois que c'est la loi pour la confiance en l'économie numérique qui a rajouté ça dans le texte en question, qui oblige maintenant, lorsqu'on a un traitement de données qui gère des utilisateurs, de les avertir si jamais il y a une fuite de données. Pourquoi? Pour qu'ils puissent changer leur mot de passe. Parce que là, on parle de sécurité d'un point de vue entrepreneurial, on parle de la sécurité de vos équipes que vous pouvez former, mais vos utilisateurs à les former, je peux vous jurer que j'ai déjà essayé, c'est très compliqué. Un utilisateur typique, il va avoir un mot de passe à la con, le nom de son fils avec la date de naissance de sa femme, donc avec Facebook c'est idéal, qui va utiliser sur tous les sites et services. Et donc maintenant les banques ne le font plus, on ne peut plus choisir ce type de mot de passe là sur les banques, mais en extrapolant un tout petit peu, si demain vous avez un site qui vend des patates par correspondance et que la personne utilise le même mot de passe là-dessus et sur le site de sa banque, malheureusement le résultat c'est qu'on peut vider ses comptes à partir de là, en extrapolant beaucoup jusqu'à la banque. Maintenant, les comptes mail et ainsi de suite,
On n'extrapole pas tant que ça dans la réalité des faits. Même chose dans le fameux leak dont je vous parlais tout à l'heure d'adresses de .gov et .1000. Il y avait des mots de passe qui étaient ridicules et pour tester, pour vérifier, certains se sont amusés à aller regarder sur d'autres comptes et d'autres services si les mots de passe en question étaient bien utilisés partout pareil. Moi, j'ai souvenir de quelqu'un qui travaillait au département de la défense des États-Unis. Alors, j'ai pas son poste exact, hein, mais bon, normalement, ils sont formés, ces gens-là, qui utilisaient le même mot de passe partout, et le mot de passe, c'était Cabo 07. C'est-à-dire un mot de passe très très simple. Les mots de passe de base, hein, pour rappel, c'est quelque chose qui n'est pas dans le dictionnaire, qui mélange des chiffres, des lettres, de préférence minuscules et majuscules, et des caractères spéciaux. De préférence, à nouveau, on n'utilise pas le même sur aucun service, et donc on a un mot de passe différent par service. Là, le point faible du truc devient du coup soit la mémoire humaine, soit le logiciel que vous utilisez pour stocker vos mots de passe, ce qui est une très mauvaise idée. Donc il y a plein de solutions, vous faites des variantes, vous réfléchissez, vous allez modifier normalement votre mot de passe. Vous avez 1, 2, 3, 10 mots de passe différents que vous pouvez du coup retenir, et vous les modifiez en fonction du nom du site par exemple, ou de la couleur de fond du site. Bon, faut pas qu'il change de design dans ce cas-là, mais bon. Il y a plein de possibilités comme ça pour être sûr d'avoir des moyens mémotechniques et de réfléchir et de garder tous ces mots de passe uniquement dans sa mémoire. Et ça, a priori, à pirater la mémoire, c'est beaucoup plus compliqué si on a bien fait les choses dès le départ. Après avoir prévenu vos clients et après avoir bien sûr fait l'étape précédente, c'est-à-dire toute l'étape technique de vérifier ce qui a été impacté ou pas pour pouvoir informer vos clients en conséquence et proprement, à nouveau, vous pouvez déposer plainte dans le cas où la personne a nui à votre entreprise. Et hop là, je fais un petit rollback parce que j'ai oublié quelque chose. Dans le mail à vos clients, surtout, vous leur expliquez ce qui s'est passé. Vous leur dites très clairement ce qui s'est passé, les données qui ont été impactées et ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire en général, c'est tout simplement changer leur mot de passe s'ils utilisent le même ailleurs, puisque vous aurez changé leur mot de passe sur votre système, mais que potentiellement ils l'utilisent ailleurs, comme tous le font. Dernière chose, vous pouvez faire un geste commercial. Ça, c'est plus de l'ordre du bien-être qu'autre chose. LinkedIn, notamment, qui s'est fait péter sa base récemment pour parler poliment, ils se sont retrouvés à avoir, je crois que c'était une dizaine ou une quinzaine de personnes qui portaient plainte en class action contre eux aux États-Unis. Ils ont le droit de faire des class actions, donc ils se sont regroupés entre eux. Et ils ont porté plainte contre LinkedIn parce qu'ils ne sécurisaient pas correctement leurs données. Pareil, c'est une obligation légale en France, c'est le même article, donc il faut faire très attention. Et enfin, la dernière chose, dans le cas où vous avez éventuellement une couverture presse de l'événement, ce qui peut arriver, ce qui est pareil assez désagréable, parce qu'en général, quand il y a un problème, on aime bien que ça ne se sache pas trop, il faut être tout à fait honnête avec la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel problème il y a eu? Et quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que, alors sans rentrer dans les détails techniques bien entendu, mais quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas? C'est le seul moyen que vous aurez de rétablir le lien de confiance que vous aviez avec vos utilisateurs. Au terme de tout ça, parce qu'il fallait quand même bien un petit chat dans cette présentation avec plein d'images, on peut enfin être heureux. Et il paraît qu'il faut des questions. Ouais, il faut des questions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Ah, il y en a. Ouais, mais sinon, je vais me faire engueuler s'il n'y a pas de questions. Exactement, c'est pour vous remplacer un petit peu pour les questions de la fin. J'ai vu. Bah ouais, ça. Il ne marche plus le micro? Non, ça y est, c'est reparti. Très agréable comme son. Hein. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça vient du micro. Ouais, non. Ouais, mais c'est mon micro là, il marche plus. Bon, c'est pas grave, j'ai de la voix. Donc ma question est simple. Il y avait sur vos diaporamas à un moment, il y avait marqué écraser le matériel. Ce que je comprends, c'est une stratégie, que ce soit des CNS, certains, quand on a des données extrêmement sensibles, c'est bien d'écraser les disques durs. Il y en a qui vont jusqu'à écraser tout. Ça va être un problème. Donc aujourd'hui, moi je suis responsable d'un réseau qui s'appelle Orti 2, et on sait bien Bretagne. Vous imaginez bien que si on aura des parties pour écraser le matos, on va pas récupérer beaucoup de disques durs. Et déjà, on récupère des centaines de machines sans disque dur, ce qui est déjà une gêne. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de prévenir quand même qu'il existe des organismes qui sont certifiés pour écraser les données, pour sécuriser les données après un don de matériel, et pas de les emmener directement vers l'écrasement du matériel, parce que dans le cadre aujourd'hui, justement, du partage, du réemploi, du développement durable,
C'est un très bon point, effectivement. C'est vrai qu'il y a des logiciels qui permettent d'effacer les données de façon assez durable. J'avais visité, pour l'anecdote, une entreprise qui s'appelle Seagate, tout simplement, donc qui fait des disques durs, qui a aussi une filiale qui fait de la récupération de données sur les disques durs qui ont été effacés. Et d'après eux, il n'est pas possible, lorsqu'on a passé quelque chose comme un shred de façon assez propre, de récupérer les données. Donc effectivement, il y a des logiciels, il y a des entreprises qui sont capables d'effacer les données. C'est plus broyer les données, effectivement, que j'aurais dû mettre sur le slide. C'est très très bon point. Je suis désolé, je vous prie d'accepter mes excuses bien bas. Qui aujourd'hui est capable par une simple commande de passer un shred, c'est-à-dire de passer des données aléatoires sur un disque dur, et une seule personne sera éventuellement, ou un organisme capable de les reprendre par la suite, en démontant le disque et en allant chercher des traces qui sont latérales aux pistes d'écriture. Donc il faut s'appeler CIA, MI6, voilà, DST, pour être capable de lire des données. Ça veut dire que globalement, quand on efface les données avec une simple commande shred sous Linux, il n'y a quasiment plus personne capable de les reconstruire. Voilà, donc pas trop de parano. Et n'hésitez pas à aller sur le réseau Ordi Solidaire Bretagne quand vous avez des parcs de machines à nous donner pour le réemploi des plus démunis. Merci. Autre question. Moi, j'en ai une. On parle beaucoup du Bring Your Own Device dans l'entreprise. Est-ce que ceci favorise la sécurité ou pas ? Encore une fois, ça dépend de comment les gens sont formés au sein de l'entreprise. Si la personne amène son ordinateur dans l'entreprise sans aucun antivirus et avec un virus, tant qu'à faire, on va prendre le package complet, ça peut poser des problématiques de sécurité. Après, il y a l'inverse qui est vrai aussi, c'est-à-dire que si le parc est correctement corrigé, le machin donnera accès normalement à l'imprimante et puis la machine à café si elle est branchée en réseau, ce qui n'est pas trop grave. La vraie problématique du Bring Your Own Device, la vraie façon dont il faut le traiter, c'est normalement d'avoir deux réseaux séparés. C'est-à-dire que les ordinateurs entre guillemets officiels de l'entreprise, ceux qui vont être paramétrés correctement et réfléchis correctement, seront sur un réseau qui sera limité à ces machines-là. Donc ça demande un tout petit peu de mise en place, mais c'est un gain de sûreté après. Et les fameuses machines en Bring Your Own Device, on va les connecter typiquement, en général, on a les machines officielles sur l'Ethernet et puis on va avoir les machines en Bring Your Own Device sur le Wi-Fi. Dans ce cas-là, celles-ci, elles sont à considérer comme suspectes. Après, c'est la formation des gens qui fait la différence. Ok. Est-ce que tout le système économique probablement va basculer dans le cloud? Est-ce que le cloud, ça va être plus secure que l'informatique dans les entreprises? C'est un grand débat à l'heure actuelle. Le cloud, alors on nous fait miroiter ça comme on nous a fait miroiter le Web 2 puis le Web 3. Alors le Web 2 a fonctionné, le Web 3 pour l'instant, on en reparlera plus tard quand ce sera défini. Comme on nous a fait miroiter HTML5 dont on parlait tout à l'heure. Le cloud, pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça va être défini au juste. Moi, il y a quelque chose que j'aime pas par rapport à ça, c'est que vous avez compris que j'aime bien avoir la maîtrise de mon matériel, avoir la maîtrise de ceux avec quoi je travaille. Dans le cloud, on a nos données qui sont dites sécurisées par l'entreprise et on n'a pas, à ma connaissance, eu de problème à part sur Dropbox, mais c'était un autre problème qui est intéressant à évoquer aussi, puisqu'il y a des données qui ont été compromises. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants pour le coup de cette histoire-là. Mais on n'a pas la main sur la machine. Donc c'est très intéressant jusqu'à un certain point. Typiquement, le Google Drive, c'est une aberration, surtout quand on a vu ce qui s'est passé là, il y a une semaine avec la CIA, où c'est un compte Gmail qui a confondu le patron de la CIA, quoi. Il y en a beaucoup ici à Lorient qui sont sur Google Drive, Dropbox, etc. Il y en a plein partout. Bon, dites donc. Est-ce qu'on dit aussi que les ordinateurs Apple sont moins sujets aux problèmes de virus? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci est une rumeur. Ah bon, zut alors. Alors, il y a une vraie problématique par rapport à Windows, ça c'est pas une rumeur, tout simplement parce que le machin a été codé en 80 et puis depuis ils rajoutent des patchs à l'arrache un peu comme ils peuvent. Et notamment ce qu'ils ont rajouté comme patch à une époque, c'est le multi-utilisateur. Il faut bien comprendre un truc, sur les systèmes Unix, donc Linux, Mac et puis tellement d'autres, le système multi-utilisateur est natif, donc c'est quelque chose qui est vraiment géré à tous les niveaux de l'OS. À l'inverse,
sur Windows. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leur fameuse ACA là, ou ACL, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, là, le machin qui pop à chaque fois qu'on essaie de faire un truc pour rentrer son mot de passe. Résultat, les gens le désactivent. Pourquoi ? Parce qu'à l'usage, c'est trop contraignant et que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils devraient faire ça. Sur le principe, c'était plutôt quelque chose qui allait dans le sens de la sécurité, puisque ça voulait dire qu'une action qui aurait été lancée par quelqu'un d'autre n'aurait pas pu s'exécuter. On a l'exemple aussi qui est arrivé récemment sur le mobile. Vous savez tous, bien sûr, maintenant que les mobiles, ça devient aussi très intéressant pour aller récupérer de la donnée. Puis là, pour le coup, on a des données extrêmement sensibles comme la localisation de la personne en temps réel. Encore une fois, sans paniquer, sans devenir parano. C'est arrivé récemment sur tous les téléphones Samsung sous Android, sauf les Nexus. Pourquoi ? Parce que Samsung avait trouvé ça plus intéressant lorsqu'on cliquait sur un tel quelque chose, donc lorsqu'on était sur notre navigateur et qu'on pouvait cliquer sur le numéro de téléphone pour appeler directement quelqu'un, de ne pas mettre d'étape intermédiaire. Le problème, c'est que ça marchait sur les numéros de téléphone, ce qui était génial, mais ça marchait aussi sur ce qu'on appelle l'USSD. L'USSD, c'est le fameux truc lorsque vous appuyez sur étoile dièse 06 dièse qui vous renvoie votre email. Lorsque c'est pour l'email, ça va. Le problème, c'est que sur tous les téléphones, il y a un code comme ça qui permet de remettre le téléphone au réglage d'usine. Faire un gros reset sur le machin. Et pareil, là, du coup, pour l'usage, ils avaient enlevé la vérification avant. La vérification, c'était simplement que l'utilisateur appuie effectivement sur le bouton « Appeler ». Et du coup, on pouvait très simplement, via une page Internet, effacer les téléphones des gens qui visitaient la page Internet, sans avoir besoin d'aucune action de leur part, bien sûr. Et est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires, entre guillemets, qu'entraîne l'insécurité informatique ? Du côté des gentils ou du côté des méchants ? Les deux. Probablement du côté des gentils, beaucoup moins du côté des méchants. Du côté des gentils, c'est simple, hein, c'est répertorier les entreprises, regarder celles qui sont cotées en bourse, faire une extrapolation. Je n'ai pas le chiffre en tête pour le coup, mais ça doit être faisable. Du côté des méchants, toute estimation que vous pourriez voir est forcément fausse, puisque c'est le principe de la criminalité. Lorsqu'on arrive à avoir un chiffre sur la criminalité, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais. Ou alors c'est un sondage, quoi, mais un sondage sur les gens est-ce que vous êtes criminel ? Oui. Combien vous gagnez ? Ça s'appelle un reportage M6. Et alors, la mafia utilise beaucoup ce genre de choses ? On ne sait pas non plus, ça. Il y a des suspicions, mais c'est pareil. Les gens qui crient au loup là-dessus, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas paniquer, c'est des gens comme Eugène Kaspersky, pour ne pas le nommer. Mais lui, il a tout intérêt à ce que derrière les gens aient peur et installent son antivirus. Bon, bah c'est pas gai. Oui, il y a une question. Et elle est où la question ? Ah, pardon. Il y a une question ? Oui. Ah oui, pardon. Bonjour. Vous aviez posé la question, vous avez évoqué le fait d'avoir un logiciel pour gérer tous ces mots de passe, et vous avez dit c'est à ne pas faire. En fait, c'est ce que je fais, donc je me demande, dans ce cas-là, si mon cerveau n'est pas assez grand, comment je peux faire ? C'est une très bonne nouvelle, attendez, je sors du matos. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez du coup un énorme point faible. C'est-à-dire que ce machin-là, le jour où il tombe dans la nature pour une raison X ou Y, alors bien sûr, là, il ne faut pas tomber dans la parano, mais il faut quand même avoir conscience de la réalité des choses. Ces logiciels-là sont tous connus. Un virus qui va venir vous infecter, la première chose qu'il va essayer de récupérer, c'est ça. C'est le keyring d'Apple, c'est le gestionnaire de mots de passe de votre Firefox ou de votre Chrome. Là-dedans, si vous stockez tous vos mots de passe, c'est un fichier à récupérer. 2 dans certains cas quand c'est encrypté. C'est pas gai. Hein. Bon, et vous faites beaucoup de chiffre d'affaires avec tout ça ? Ça dépend sur quel domaine. Moi, je travaille sur beaucoup de choses, donc je passe pas mon temps à faire de la sécurité. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui se facture assez bien, puisque c'est extrêmement technique. Il y a très peu de gens qui sont formés là-dessus et il y a beaucoup de demandes. Bon, madame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, bravo. Merci. Merci à vous.